Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ces 20 minutes d'information. L'actualité de ce lundi 4 juillet 2022 est dominée en Côte d'Ivoire par le démarrage effectif des épreuves écrites du baccalauréat. Ils sont plus de 300 000 candidats qui composent dans 525 centres du pays. Au Soudan, les forces militaires décident à laisser désormais les civils former un gouvernement de personnalités compétentes. Et comme tous les lundis, une page sport dans ce journal. Salif Ouattara, journaliste sportif à la RTI, sera avec nous dans quelques instants pour décortiquer les infos du week-end. Nous vous le disions en titre, les épreuves écrites du baccalauréat 2022 ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ils sont plus de 300 000 candidats à la recherche de ce sésame. Et pour éviter des cas de fraude, des mesures de sécurité ont été renforcées. Le constat avec Clarisse Konyala. Il est 6 heures ce 4 juin, jour du démarrage des épreuves écrites du baccalauréat. Eva, candidate, s'attelle à rejoindre le lycée moderne Amadou Victor de Makori, son centre de composition. Mais avant son départ, sa famille vérifie ses affaires. Tout ce qu'on lui a dit hier, c'est de commencer à décompresser, déstresser. Et puis bon, tout est dans la main de Dieu parce que c'est lui seul qui gère tout. Bonne chance à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Direction le lycée Amadou Victor de Makori. À l'entrée, les agents de sécurité sont eux aussi au rendez-vous. Un contrôle minutieux s'impose aux candidats du baccalauréat. Beaucoup de documents et d'éléments ont été mis sur pied pour ne pas permettre aux enfants de frauder, d'où le détecteur que nous tenons là. Voilà, il nous a demandé de le mettre sur les enfants de sorte à détecter les portables. Un enfant pris avec un téléphone allumé ou pas est un cas de fraude. Et donc nous nous assurons que les enfants n'ont pas de téléphone portable. Ce matin, il n'y a pas eu d'apprenants pris avec un téléphone portable au sein du lycée municipal de Makori. Nous espérons que jusqu'à la fin des épreuves écrites, ça ne sera pas le cas. Une fois dans l'établissement, les candidats doivent vérifier leur numéro de table et le nom de leur classe de composition avant toute chose. Ici, c'est ma classe, c'est ici que je vais composer les différents sujets. Avec les conseils que ma grande soeur et mon professeur m'ont donnés, ça va aller par la grâce de Dieu. 8 heures, top départ, chacun est à son poste. Le secrétariat est prêt. Chaque surveillant récupère le lot de sujets de sa classe. Les épreuves peuvent enfin démarrer. Les enfants sont calmes, vous avez constaté. Et nous pensons que la suite, le Seigneur va nous aider à pouvoir surveiller comme se doit. Et Madame le ministre a demandé à ce que nous soyons des acteurs pour éviter qu'il y ait la tricherie. Et donc nous sommes là en tant qu'acteurs pour travailler dans le sens d'aider les autorités à accomplir leurs tâches. On a commencé par la composition française. Et déjà les épreuves sont bonnes. C'est pas si difficile que ça. Si tu as bien suivi l'année, ça va. Ouais, j'ai choisi la dissertation littéraire parce que je me sens mieux, je me sens à l'aise là-bas. En tout cas, le sujet, moi en tout cas, ça me va. C'est abordable un peu, il m'en sort un peu. La mission des surveillants, lutter contre tout acte de fraude pendant la composition. Nous avons 773 candidats au total. Les 713 candidats sont répartis dans toutes les séries. On a la série A1, la série A2, la série C et la série D, c'est-à-dire toutes les séries du bac général. Notre lycée est sous surveillance de la caméra nationale. Il faut les surveiller par les caméras. Les caméras sont capables de zoomer dans chaque salle pour voir tous les mouvements, même d'une souris. Tout se passe bien. Tous les candidats ont leur pièce d'identité, parce que c'est ça qu'il faut. Il y a quelques-uns qui ont quelques soucis. Nous avons appelé leur chef de structure pour qu'ils viennent compléter les documents d'identité de leurs élèves. Nous avons pris attache avec le commissaire de police qui a renforcé l'équipe. Normalement, au niveau de la DECO, de la direction des examens et concours, cela est prévu. Nous avons déjà des forces de l'ordre, mais comme c'est un quartier assez sensible, le commissaire de police, qui est un partenaire du lycée, a renforcé l'équipe pour la circonstance. Autre commune, même ambiance. Au lycée moderne de Trècheville, l'heure est à la concentration. Membres du secrétariat, surveillants et membres de l'administration témoignent du bon déroulement des épreuves. Pour le moment, tout va bien, tout se déroule bien. Les candidats sont tous là. On a quelques absents. Mais au niveau du personnel, il faut dire qu'au niveau de la direction, tout le monde est présent. On a le nombre d'enseignants pour surveiller requis.
Et on a les infrastructures au niveau des salles. Je pense que tout est dans les normes. On va dire pour le moment, c'est RAS. Ce sont au total 33 567 candidats qui prennent part aux épreuves écrites du baccalauréat dans 525 centres sur toute l'étendue du territoire. Les résultats sont prévus pour le 25 juillet prochain à 14 h. Bonne chance à tous les candidats. Les pluies torrentielles qui secouent la ville d'Abidjan s'étendent aussi aux localités environnantes. C'est le cas de la ville de Beaunois. Vous le verrez, les rues du quartier 8 kg dans le village de Yaou sont quasi impraticables pendant cette période. Un décor obligeant les populations à vivre les pieds dans l'eau. Clément Boko. Cela fait plus de 72 heures qu'une seule goutte de pluie n'est pas tombée sur 8 kg, un quartier du village de Yaou, commune de Beaunois, dans la région du Sud Comoé. Pourtant, les rues témoignent du contraire. On a peur de maladie, mais on ne sait pas comment faire parce que la pluie, en tout cas ici, ça vient. On vit mal ici, parce que quand il pleut un peu seulement, toute route là, il n'y a pas route. Quand il n'y a pas route aussi, les gens ne viennent pas même payer les marchandises. Ces eaux de pluie se sont muées en un véritable lac. Marcelin, riverain, assiste impuissant à la montée des eaux auprès de son habitation. Tout est rempli, ça nous arrive aux genoux, même, ça va venir même aux hanches. Mais bon, on fait un effort pour se mettre au goudron, pour aller faire un peu d'achat pour revenir. En tout cas, il y a assez de crapauds, le grenouille là, à tout moment ils sont dedans, hein. Ça saute, même dans nos maisons, même ils rentrent. Moustiques aussi, là, en tout cas, on n'en parle pas. Il y a l'homme qui rentre dans les maisons, tout ça. D'autres mettent les bancs pour pouvoir dormir dessus. Hein. Du fait de la saison des pluies, toutes les ruelles de ce quartier sont inondées. Daniel s'est acheté une moto pour ne pas marcher dans ces eaux immondes. Mais l'état de la voirie a fini par avoir raison de son véhicule à 2 roues. C'est difficile pour nous. Aujourd'hui, vous voyez ma moto que je suis dessus. La moto que je l'ai achetée, ça ne fait pas 1 an et demi, mais la moto est gâtée. Parce que la voie ne nous permet pas, dans les saisons de pluie, d'y entrer. Seuls les véhicules de type 4x4 peuvent se permettre de s'aventurer dans ce quartier. La saison de pluie ici, la saison, c'est la catastrophe. Voilà, donc on se débrouille comme ça, parce qu'à cause il faut une voiture à la hauteur pour passer. Il n'y a même pas de route, sincèrement. Voilà. Donc ceux qui ont les voitures basses, c'est pas vous? Puis c'est pas la peine. Ils gardent au bord et puis ils marchent pour rentrer. Sale temps pour les acteurs du bâtiment. Ici, les chantiers sont pratiquement à l'arrêt. Non, au moment de pluie, compte tenu de l'état de la route, les choses ne marchent pas bien. Le clientèle est diminué. Bon, il nous faut nécessairement la route. Habiter 8 kg relève d'un véritable parcours du combattant en cette période pluvieuse. Pour preuve, les chiens du quartier ont dû renoncer à leur balade matinale. Très difficile pour ce chien. C'est l'un des rares villages de la région du Guémon épargné par les affres de la crise post-électorale. Soakpé, village du département de Fakobli, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, est une localité où les autochtones, majoritairement de l'ethnie Wobé, vivent en parfaite symbiose avec les communautés des pays de la CEDEAO. Soakpé, symbole du vivre ensemble, un sujet de nous Sangaré. Soakpé, sous-préfecture de Guézon, dans la région du Guémon. Dans ce village majoritairement dominé par la communauté Oué, les populations étrangères et autochtones vivent en parfaite harmonie. Djeneba en est un témoignage de ce vivre ensemble. Installée à Soakpé depuis une 50aine d'années, elle a fini par adopter la langue vernaculaire parlée dans ce village, le Wobé. Djeneba vit avec son époux Adama, avec qui elle a 8 enfants. Nous parlons Wobé. Tous les enfants parlent Wobé. Nous sommes ici depuis là. Wobé jamais fait la parole avec moi aussi. Il n'y a pas de parole à Soakpé ici. À Soakpé, les mariages mixtes sont légion. De nationalité béninoise, Moïse partage 10 ans de vie commune avec Nathalie, une Ivoirienne de l'ethnie Wobé. Avec cette dernière, il a 4 enfants. Elle est Wobé, moi je suis béninois, on vit ensemble. Elle m'a attrapé bien, je l'ai attrapé bien.
et puis on est ensemble. Le village est très bon. Et tous les villageois, ils sont très gentils avec nous. Là, je ne peux pas les oublier. Il n'y a pas à faire de dire, ouais, l'autre là, il est étranger, l'autre là, il est villageois. Non. Et ils attrapent les gens très bien. Et puis on vit ensemble. Si la région du Guémon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a subi les affres de la crise post-électorale, Soakpé fait partie des villages qui ont été épargnés par ces conflits. Même la guerre est venue là, c'est nous qui avons dit qu'il faut laisser ce village. Le village là, il n'a pas touché quelqu'un. C'est nous qui avons défendu le village là. À cette date-là, vivait notre chef du village, Semin Denis. Et le premier jour qu'ils étaient arrivés ici, il a dit que chez moi ici, on ne verse pas le sang humain ici. Moi aussi, je ne verse pas le sang humain. Douahaï Jones est le chef du village de Soakpé. Pour lui, le développement de cette localité ne peut se faire sans les communautés étrangères, d'où leur implication dans la gestion quotidienne du village. Quand les gens arrivent chez nous, souvent ils viennent avec des sachets noirs, avec le petit bagage, et au bout de 2 ans, ils ont des véhicules, ils ont des commerces. C'est des gens qui se lèvent à 5 h du matin, voire 4 h, et qui, tôt le matin, sont partis. Ils rentrent à 18 h. C'est des modèles. On ne peut pas développer une localité sans les étrangers. C'est une aberration. Il ne faut pas être sorti de son pays, il ne faut pas être sorti de son village pour penser ce genre de choses, pour penser qu'on peut se passer des étrangers. Voilà pourquoi chez moi ici, on est en symbiose avec les étrangers, avec la CEDEAO notamment. Le vivre ensemble dans ce village de l'Ouest ivoirien devrait servir d'exemple aux autres localités de la Côte d'Ivoire, afin qu'il soit un pays où il fait bon vivre, selon le chef de Soakpé. Exemple de cohésion à suivre. Comment renforcer la fraternité au sein de la population de l'Anébi-Tiassa? L'ONG Désir d'avenir veut apporter sa pierre à l'édifice. Depuis 10 années, elle vole au secours des couches sociales pour la mise en place de plusieurs projets ruraux. Cette décennie a été sanctionnée par un dîner-gala au cours duquel ont participé plusieurs personnalités, suivant ce reportage d'Anicette Conan-Blessing. Tenue de gala pour tous, la soirée est solennelle. L'ONG Désir d'avenir célèbre 10 années d'existence. Occasion pour le président fondateur, Houssen El Kayat, de dresser le bilan de ces années de travail. Je n'ai jamais pensé à ce moment-là, 10 ans après. Et c'est ce qui a fait que j'ai toujours été dans le moment présent. Et maintenant, pour les 10 prochaines années, c'est de maintenant peser dans le débat d'idées, faire en sorte que la société civile soit plus forte. Désir d'avenir est une organisation qui fait de la fraternité et de l'égalité hommes-femmes sa priorité. Des valeurs auxquelles s'associe ce parterre de personnalités présents à l'événement. C'est un grand honneur. C'est quelque chose qu'il a fait pendant 10 ans. Et aujourd'hui, il récolte ce qu'il a fait. Les œuvres que nous initions donc, dans la vie doivent contribuer au bonheur de l'homme. D'abord en parrainant cette promotion. Mais je pense qu'aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons ne peut pas s'affranchir du numérique. Le numérique rythme notre vie. La digitalisation a pris le dessus sur les autres sciences. Et il faut que les jeunes d'aujourd'hui puissent donc être formés pour ne pas être en marge du développement. Au départ de tout, c'est la formation. Je salue l'initiative et je félicite le président de cette organisation. En 10 ans d'existence, Houssen El Kayat et ses équipes ont contribué à la formation de plusieurs milliers de jeunes ivoiriens, notamment en informatique. Des formations qui seront renforcées les années prochaines. Justement, 200 personnes en 2 ans qui maîtrisent l'outil informatique. On a voulu surtout penser aux personnes qui sont à l'intérieur du pays parce que c'est eux qui ne bénéficient pas d'infrastructures digitales. Par exemple, quand on est à Abidjan, la proportion de personnes qui ont accès est de 49%. Dès qu'on arrive, on sort du Grand Abidjan, ça chute à 11%. La célébration des 10 ans de gala de Désir d'avenir a été marquée par la remise de certificats aux bénéficiaires du programme informatique pour tous. International au Soudan, l'armée ne participera plus au dialogue national sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Une information donnée aujourd'hui par le général putschiste Abdel Fattah al-Burhan. Les forces militaires laissent désormais les civils former un gouvernement de personnalités compétentes. Cette annonce fait alors
lors d'une allocution sur la chaîne nationale, intervient alors que des centaines de Soudanais organisent pour le 5e jour consécutif des sit-ins à Khartoum, la capitale, et dans ses banlieues pour réclamer le départ du pouvoir militaire et dénoncer la répression qui a déjà fait plus de 110 morts. Nous vous le disions en début de journal, un invité sur ce plateau, Salif Ouattara, journaliste sportif à la RTI. Avec lui, nous reviendrons sur l'actualité sportive du week-end dernier. Mais avant, suivons ce reportage de Jean-Sylvain Rissot. Les éléphants se sont qualifiés pour la fenêtre 4 des éliminatoires de la Coupe du monde de basket. Les éléphants ont d'abord battu vendredi l'Angola 75-73, samedi la Centrafrique 73-63 et le dimanche la Guinée 65-56. C'est officiel. La Confédération africaine de football a tranché. La CAN 2023, initialement prévue en juin et juillet, se tiendra finalement en janvier et février 2024. Réunie à Rabat ce 3 juillet, la CAF a passé en revue plusieurs sujets, dont la CAN 2023. Face à son public, le Sporting Club de Gagnoa devait assurer face à l'USC Bassam son dernier match de la saison. Surtout que le club fête son retour en Coupe CAF. Artificier du jour, Salif Bagaté, qui signe un doublé au 5e et 45e minute. Bassam va réduire le score. 2-1 pour le Sporting, qui a déjà à l'esprit la future aventure africaine. La soirée s'est poursuivie au pas du Zipataki local. Bonsoir Salif. Bonsoir Madame Dosso. Alors la 34e édition de la CAN 2023 qui devait se tenir du 23 juin au 23 juillet en Côte d'Ivoire a été décalée. Qu'est-ce qui justifie cette décision? La Confédération africaine de football a estimé qu'il y avait des raisons climatiques et qui a orienté leurs différentes décisions. Une commission technique a siégé, a visité Abidjan et les différentes localités qui doivent abriter cette compétition. Et on s'est tout de suite rendu qu'au mois de juillet, il y a une forte pluviométrie dans cette région. Donc ils ont estimé qu'il fallait décaler et revenir au mois de janvier-février. Alors est-ce que l'info n'était pas déjà connue auparavant? C'est une information qui était déjà connue. Avant, la CAN était organisée au mois de janvier-février. Ensuite, il y a eu un comité exécutif qui a siégé et qui a estimé en 2018 qu'il fallait passer à juin-juillet. Mais finalement, tout le monde se rend compte qu'en Afrique subsaharienne et pratiquement dans toute l'Afrique, c'est une des dates qui sont difficiles à tenir. Alors, quel peut être l'impact de ce report sur les préparatifs de cette CAN tant attendue? Pas grand-chose, puisque déjà la Côte d'Ivoire s'apprêtait dans les différentes villes qui doivent abriter cette compétition. On est pratiquement à 80% d'achèvement des travaux. Les différents stades? Des différents stades et des infrastructures également qui doivent abriter cette compétition. La grande inquiétude, effectivement, c'est le stade de San Pedro, mais puisqu'il y a une forte pluviométrie dans cette ville, mais déjà, il y a des dispositions qui avaient été prises pour que ce stade-là soit prêt à la bonne date. Alors, les stades d'Ebempe, de Yamoussoukro, c'est OK, c'est prêt? Oui, officiellement, ces deux stades sont prêts. Il reste le stade du plateau, le stade Félix Houphouët-Boigny au plateau, Boaké, San Pedro, Korogo. Alors revenons à présent sur la qualification au second tour des éléphants basketteurs après leur victoire face à l'Angola, la Centrafrique et la Guinée-Conakry. Il y aura donc pour la suite la fenêtre 4 déjà, ça s'annonce au mois d'août. À partir du 26 août, la Côte d'Ivoire sera face au Nigeria. Le 27, ce sera face à l'Ouganda et le 28 face au Cap-Vert. Alors dans quelles conditions nos équipes se préparent en ce moment? Dans de bonnes conditions, il faut l'observer puisqu'il y a un encadrement qui est assez outillé en la matière, qui est là depuis l'Afro-Basket. Mais cependant, il faut noter que l'équipe s'est présentée avec beaucoup de jeunes parce qu'il y a des anciens tels que Nisra Zouzoua, Stéphane Konaté, le capitaine emblématique, qui est blessé. Ces deux joueurs-là sont blessés et on sent que ça pèse effectivement sur la sélection. Bien sûr, il y a des jeunes qui sont là, qui ont de la valeur, mais ces anciens-là peuvent apporter beaucoup plus d'expérience et décanter certaines situations sur le parquet. Alors, on revient sur une dernière information. Alors, quelle importance revêt la qualification du Sporting Club à cette compétition africaine? Vous savez que le Sporting Club est un club de l'intérieur du pays, la région du Gor. Vous avez vu tout de suite dans les images, effectivement, il y avait beaucoup de ferveur populaire. Pourquoi? Parce que c'est un club de l'intérieur et cette région s'identifie beaucoup au football. Ils se sont vraiment sentis
intéressés quand ce club-là finalement se retrouve en Coupe africaine. Alors, merci Salif d'être passé sur notre plateau. Rappelons qu'il est journaliste sportif au service autonome des Sports TV à la RTI. Avec lui, nous avons décrypté quelques sujets majeurs de l'actualité sportive, dont le report de la CAN de juin 2023 à janvier 2024. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI2.